et Laurence Rimboeuf. Merci de les encourager. Alors Guillaume Pitron, rapidement je vais faire les présentations. Guillaume Pitron, vous êtes l'auteur du livre d'enquête La guerre des métaux rares. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, cofondateur et associé de Psyché 16. On dira peut-être un mot sur ce que c'est que Psyché 16, puisque ça concerne aussi Laurence Rimboeuf, qui est cofondatrice et associée de cette société, et CEO d'Artan International. Laurence, on va commencer avec vous. D'abord, expliquez-nous ce que sont les métaux critiques. De quoi parlons-nous ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Merci de nous accueillir ce matin. Pour juste repartir sur quelques définitions et des éléments de contexte et de se dire de quoi on parle et qu'on soit tous quand même bien au fait et qu'on ait la même vision des choses. Quand on parle de métaux critiques, on parle de lithium, on parle de cobalt, on parle de nickel, on parle de manganèse. Tous ces nouveaux métaux dont on entend beaucoup parler dans les médias depuis quelques années. Mais on parle aussi de métaux plus historiques, comme le cuivre. Le cuivre, aujourd'hui, est devenu un métal critique. Alors, comment caractériser cette criticité ? Finalement, par deux grands facteurs. D'un côté, l'offre, de l'autre, la demande. Sur l'offre, déjà, pour commencer, on a des risques importants de tensions sur les approvisionnements, pouvant aller jusqu'à des pénuries. Et sur la demande, on a quand même une demande qui n'a cessé d'augmenter depuis la dernière décennie et qui est vouée à être colossale dans les prochaines années en raison de la transition énergétique. Alors, pour revenir sur la demande, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a déjà des risques d'approvisionnement qui sont liés, comme Benjamin le disait, au fait qu'il y a une concentration très forte de l'extraction dans certains pays. On sait, quand on remonte tout en haut de la chaîne de valeur, on sait que la RDC est le premier producteur de cobalt, la République démocratique du Congo, qui extrait 70% du cobalt. On sait que le lithium provient à 52% d'Australie. On sait que l'Indonésie extrait 37% du nickel. Ce sont des quantités qui sont importantes, qui sont très concentrées. Et en fait, il y a en plus un problème, c'est qu'il y a un pays qui s'est positionné comme incontournable sur le marché international des métaux, c'est la Chine. La Chine, elle est aujourd'hui un acteur majeur sur ce marché, soit parce qu'elle extrait les métaux, soit parce qu'elle les raffine. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis les années 80 ? Les pays occidentaux, et dont la France, ont complètement délocalisé l'entreprise. Et oui, avec une volonté aussi, peut-être parfois gouvernementale, ont délocalisé les activités minières, parce qu'à un moment, il y a une raison évidemment économique en termes de coûts, et puis il y avait des impacts environnementaux assez importants. Donc on n'a pas été les seuls, tous les pays occidentaux ont délocalisé ces activités, et puis la Chine, elle, à ce moment-là, a vu les métaux comme un levier de puissance financière, enfin économique, minérale, et un levier de puissance économique à travers le monde. Et donc elle a commencé à extraire, d'abord sur son sous-sol, et puis aussi beaucoup chez les autres, puisque la particularité de la Chine, à l'instar peut-être des États-Unis, c'est d'aller chercher les ressources en dehors de son territoire. Et donc elle a beaucoup développé l'extraction dans les pays miniers, notamment en Afrique. Les Chinois sont extrêmement présents aujourd'hui en Afrique. Et pour donner juste un chiffre, les investissements directs de la Chine à l'étranger sur les activités minières, c'est 125 milliards de dollars entre 2005 et 2021. Donc sur une période de 16 ans, et pour mesurer un peu ce que ça représente, sur une période de 16 ans, la Chine a investi autant que le plan Marshall, après la Seconde Guerre mondiale, avec bien sûr en valeur réactualisée. Donc aujourd'hui, la Chine extrait et a pris une vraie position sur l'extraction minière, et puis elle raffine aussi. Donc quand on regarde par exemple le lithium, la Chine elle représente 13% de l'extraction du lithium
pas énorme, hein. Le premier pays, donc c'est l'Australie, 52%. Après, on a le Chili, 26%. C'est le troisième pays extracteur, c'est pas énorme. Pour autant, elle raffine le lithium et il y a aujourd'hui 65% du lithium qui sort des usines chinoises. Pareil pour le cobalt qui est extrait en RDC. En fait, 80% de cette extraction est importée par la Chine pour que le cobalt soit raffiné dans ces usines. Donc on a une vraie domination de la Chine, ce qui pose quand même des vraies questions internationales, une vraie dépendance, des risques de rupture d'approvisionnement, on le reverra peut-être au moment des enjeux géoéconomiques et géopolitiques. Et puis quelques mots sur la demande. Donc la demande des métaux, elle n'a cessé de croître depuis la dernière décennie. Ces 20 dernières années, on sait que le lithium, la consommation de lithium a bondi de 500%, le cobalt de 450%, le nickel de 180%, donc c'est quand même des chiffres assez importants parce que les métaux sont très utilisés dans beaucoup d'industries et dans des secteurs d'activité variés. On les trouve autant dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'aérospatiale, dans la défense et l'armement, on les trouve dans la santé aussi, qui utilise beaucoup de métaux, dans le luxe, qui en utilise, et puis aussi beaucoup dans le numérique. Juste pour donner et rappeler quelques chiffres, nos chers smartphones qu'on a tous et dont on pourrait se séparer, c'est à peu près 50 métaux dans un téléphone. Dans l'iPhone 6, on sait qu'il y a 31 grammes, c'est le 6, 31 grammes de cobalt, c'est 25% du poids de l'iPhone 6. Et plus il y a de fonctionnalités, plus il y a de métaux. Donc sur la génération des smartphones, il y a 2 fois plus de métaux que l'ancienne génération des GSM. Donc on a des industries qui utilisent les métaux, qui font qu'il y a une demande qui est croissante chaque année. Et à cette situation se rajoutent les besoins de la transition énergétique. Et la transition énergétique est un secteur qui consomme beaucoup de métaux. Donc pour passer des énergies fossiles à des énergies vertes et décarbonées, il va falloir produire et installer des éoliennes, il va falloir produire et installer des panneaux solaires, des batteries électriques, des véhicules électriques. Et en fait, là aussi, quelques chiffres sur les batteries électriques et les véhicules. Quand on regarde un véhicule thermique, en moyenne, et à titre de comparaison, véhicule thermique, c'est 20 kg de cuivre. Les véhicules électriques, c'est 4 fois plus. Un véhicule électrique, c'est à peu près 80 kg de cuivre. Quand on regarde une batterie, alors on sait que les batteries électriques, pour une citadine, ça pèse à peu près 300 kg. Pour les plus gros véhicules, ça va jusqu'à 600-700 kg, voire plus. Quand on prend une batterie de véhicule électrique standard, on va dire, et moyenne, 450 kg, on a entre 5 et 10 kg de lithium, on a entre 30 et 40 kg de nickel, et on a à peu près 40 et 50 kg de graphite. Voilà, donc on sait que la transition écologique et énergétique va générer un vrai appel d'air sur les métaux au niveau de la demande. Donc on a une demande qui va être colossale. Et en fait, quand on regarde la transition énergétique, quand on parle beaucoup de souveraineté industrielle, où il va falloir relocaliser nos industries et l'industrie sur nos territoires, et bien finalement on se dit où sont les matières premières, où sont les métaux? Et là, en fait, on s'aperçoit que non, on n'a plus de métaux. On n'a plus, du moins aujourd'hui, pas de souveraineté minérale, et on a un vrai risque qui pèse sur nos chaînes d'approvisionnement. Guillaume, cette dépendance, voire cette vulnérabilité dont Laurence parle, c'est quelque chose de très prégnant pour la France, mais aussi pour l'Europe. Pour la France et pour l'Europe, ce micro fonctionne un peu mieux. Pour la France et pour l'Europe, et puis elle est prégnante. Alors, Laurence a parlé des chiffres passés de la consommation qui a bondi, mais on peut parler de la consommation future. Et l'Agence internationale de l'énergie, qui n'était pas très présente sur ces sujets-là jusqu'en 2019, a commencé à faire un vrai travail avec plusieurs rapports, et notamment un rapport de 2021 qui est très intéressant et qui nous donne quelques indications quant à la consommation future de ces métaux de la transition énergétique.
D'ici 2040, il faudra, c'est un chiffre, c'est une moyenne, enfin je veux dire, on peut discuter de ce chiffre, mais l'ordre de grandeur est intéressant, il faudra consommer et produire 42 fois plus de lithium en 2040 qu'en 2020 pour respecter les accords de Paris. De même que pour le cobalt, cette consommation devrait, à l'horizon des 20 prochaines années, être multipliée par 21, celle de graphite de 25, celle de nickel de 19, celle de terres rares également, indispensable pour la plupart des véhicules électriques, multipliée par 7. Le chiffre qui a été évoqué par Philippe Varin, que vous avez cité tout à l'heure, provient d'Olivier Vidal, qui est un chercheur au CNRS, également à l'Université de Grenoble, quand il dit qu'il va falloir plus de matières premières, ou autant de matières premières pour les 30 prochaines années que depuis 70 000 ans. C'est spécifiquement vrai, dit-il, pour le cuivre. On va extraire du sous-sol plus de cuivre pour les 30 prochaines années que tout le cuivre qu'on a extrait depuis 70 000 ans. Et plus précisément, 25 à 40% de ce cuivre, ajoute-t-il, va être spécifiquement dédié aux besoins de la transition énergétique. Donc c'est une part substantielle de ce cuivre-là. J'aime bien également ce chiffre, cette ordre de grandeur de l'Agence internationale de l'énergie, quand elle nous dit un effort concerté pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris signifierait un quadruplement des besoins en minéraux pour les technologies énergétiques propres d'ici 2040, et une transition encore plus rapide visant à atteindre le net zéro émission à l'échelle mondiale d'ici 2050 nécessiterait 6 fois plus d'intrants minéraux en 2040 qu'aujourd'hui. La France est très dépendante, l'Europe, puisque c'était votre sujet, 3% de la consommation mondiale de métaux, c'est 20-22% de la 3% de la production mondiale de métaux, c'est 20-22% de la consommation de ces ressources minières, minérales. Et c'est à l'aune de ce chiffre que l'on peut comprendre pourquoi est-ce que la liste des métaux critiques s'est allongée. Il n'y avait pas de liste avant 2011. Elle est produite par la Commission européenne pour la première fois en 2011, 14 minerais critiques. Aujourd'hui, nous en sommes à 34. Et si on considère que chaque terre rare est un minéral critique, or il y a